Je me trouve dans le quartier de la Toison d'Or à Dijon. C'est dans le nord de la ville. Rue Henri Matisse. Et voici les allées de Pouilly. Nous allons faire un circuit de 7 km et demi, le circuit du Rouge-Gorge. Place d'Amérique, où je suis, nous avons une belle vue sur le château du Clos de Pouilly. Ce quartier a été nouvellement créé. L'intérêt de la balade sera surtout de parcourir les bords du Suzon. Nous trouvons à cet endroit un buste du Niçois Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Une stèle nous raconte les circonstances d'une bataille qui s'est produite à cet endroit. Il faut savoir en effet que Giuseppe Garibaldi, grand héros de l'indépendance, de l'unification italienne, s'était engagé dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871. Il fut élu député, mais il refusa cet honneur. Pénétrons dans le parc du château du Clos de Pouilly. Le château du Clos de Pouilly est une ancienne demeure seigneuriale qui date du XVIIIe siècle. Le château est agrémenté d'un parc de 3 hectares. Le puits du château du Clos de Pouilly présente bien. Il a une profondeur de 7,32 m, mais je n'en ferai pas la vérification pour vous. La façade est du château montre qu'une petite restauration ne serait pas de trop. Le jardin est ponctué de panneaux pédagogiques. Il s'agit d'apprendre aux enfants des éléments d'astronomie. Voici Vénus, dite aussi l'étoile du berger, bien que ce soit une planète et pas une étoile. La troisième, en partant du soleil, nous a un petit air de famille avec sa lune. La géante Jupiter est l'une des plus fascinantes, d'autant que c'est une planète gazeuse. Et qui n'a pas rêvé à l'étonnante Saturne, avec son cortège d'anneaux? Les arbres ploient sous le poids du gui. Ce poumon, au nord de Dijon, n'est pas très structuré, mais c'est déjà ça. La lointaine Uranus a une atmosphère composée surtout d'hydrogène. Pas beaucoup de fleurs dans ce parc. Neptune, la 8e. J'ai loupé Mercure et Mars. Elles vont faire la tête.
Sortons du parc. Il devait faire un temps médiocre à Dijon aujourd'hui, j'ai tout de même le droit à un soleil filtré. Je m'engage dans l'allée des érables colchiques. J'ignore si à l'automne fleurissent ici des colchiques, ces plantes à bulbes qui fabriquent de la colchicine, cette substance utilisée contre la goutte. En fait, mon plan est faux, car ceci est l'allée des frênes d'Amérique. Et c'est au-delà que commence la fameuse allée des érables colchiques. Ah ah, mais ce n'est pas la même chose du tout. Mon topo-guide parle d'érables colchiques. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, ce sont des érables de Colchide, qui est une région aux alentours de la mer Noire. Les topo-guides ont un grand mérite, mais sont parfois truffés de ci, de là, de petites erreurs. On s'y retrouve malgré tout. Le printemps prend vraiment ses quartiers. On a beau être sur le circuit du Rouge-Gorge, ça n'en est pas un. J'ai dû vous dire dans un autre film qu'à Dijon, on trouve beaucoup de circuits qui portent des noms d'oiseaux. Parcours de la Chouette, circuit du Héron, circuit du Rouge-Gorge, du Pivert, du Martin-Pêcheur, etc. Vous allez me dire que tout ça n'est pas très touristique, mais je vous invite quand même à rester en ma compagnie. J'espère bien que les bords du Suzon seront très agréables. Je suis parvenu sur l'avenue Franklin Roosevelt et je tourne sur la gauche pour aller voir l'église moderne de la place Granville. La place Granville est un espace où se mélangent minéralité, verdure, eau et spiritualité. La place Granville s'appelle ainsi, non pas en hommage à la Monaco du Nord, dans le département de la Manche, mais en hommage à Pierre et Kathleen Granville. Le couple a fait une importante donation d'art contemporain au musée des Beaux-Arts de Dijon. Voilà qui nous rappelle l'ours blanc du square d'Arcy. Il semblerait que c'est à tort que j'ai pris cet édifice pour une église. C'est le centre Albert de Courtrai, un centre de spiritualité. Vous voudrez bien me pardonner mon erreur, car il est vrai que je ne suis pas très spirituel, et qu'on pouvait aisément se tromper avec ce qui ressemble furieusement à un clocher, et alors qu'il y a des vitraux. À présent, gagnons le boulevard Winston Churchill. Voici le boulevard Winston Churchill.
Et c'est en pensant à l'excellent homme dont la devise était « No Sport » que nous allons nous diriger vers le parc de la Toison d'Or. Cette décoration prestigieuse créée par les ducs de Bourgogne. Assurément, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire ne reconnaîtraient plus leur Dijon. Un peu d'inventivité dans cette résidence. On franchit le mail Raymond Aron, philosophe. On approche du parc de la Toison d'Or. On passe la rue du Docteur Veillé et un peu plus loin on trouve l'entrée du parc, un parc de 13 hectares. À proximité se trouve le Zénith de Dijon. Au milieu du parc de 13 hectares, il y a un bassin d'eau de 1 hectare avec un jet d'eau. Dingue, il n'y avait pas de héron sur le sentier du Héron, et en voici un sur mon trajet. Il y a une petite ferme à proximité. Empruntons la passerelle. Je me suis un petit peu décalé pour voir le héron. Je crois que vous allez assister à un bel envol de hérons. Et voilà, je lui ai fait peur. Cherchons la sortie du parc, place Marie de Bourgogne. La sortie donne sur un centre commercial. Quittons le parc de la Toison d'Or. Dirigeons-nous sur la gauche. Un sumac. Direction la place Marie de Bourgogne, qui était fille de Charles le Téméraire. La belle enfant est morte d'une chute de cheval. On peut voir son gisant dans une église de Bruges, en Belgique. Elle avait épousé Maximilien de Habsbourg, lui apportant beaucoup de terres en dot, ce qui a créé plus tard du tintouin entre la France et l'Autriche. L'itinéraire se poursuit face à nous. La rue Jean Giono se détache de la place Marie de Bourgogne. Précisons que Jean Giono n'est pas du tout un écrivain bourguignon, mais provençal. Vous savez que Jean Giono est à l'origine de l'anecdote de la femme du boulanger. Je crois que c'est dans son roman Jean le Bleu, vous vérifierez. Toujours est-il que plus tard, cette anecdote fut reprise par un autre écrivain que vous connaissez bien, dans son film avec Rému et puis Ginette Leclerc.
Et cet autre écrivain provençal qui a repris l'anecdote de la femme du boulanger, vous l'aurez reconnu, c'est Marcel Pagnol. Les Cassicines maisons de retraite, serait-ce une allusion à l'une des spécialités de Dijon, la crème de cassis? On peut même visiter des usines à fabriquer le cassis. Quelles sont les spécialités gastronomiques justement de Dijon? Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant la moutarde, ce condiment que l'on apprécie tant, nous les Français. Il y a donc aussi la liqueur de cassis, la crème de cassis et accessoirement celle de framboise. On s'est diversifié. Je tourne à gauche dans la rue Saint-John-Perse. Parmi les spécialités, il y a bien évidemment les grands crus de Bourgogne, dont les climats s'étalent au sud de Dijon. Les climats qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont en quelque sorte des parcelles, des terroirs, propres justement à produire les merveilleux vins de Bourgogne. Il y a notamment au sud de Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune, le Clos Vougeot. Mais à part la moutarde, le cassis et les vins de Bordeaux, la Bourgogne recèlent encore nombre de spécialités comme le jambon persillé ou également les nonnettes de Dijon, qui sont des petits gâteaux ronds. L'itinéraire se poursuit par l'allée Marcel Aimé, encore un autre écrivain. On en aura retenu les célèbres contes du chat perché, mais également, souvenez-vous, Garou Garou le passe-muraille, qui a fait l'objet d'un beau film avec Bourvil. Forsythia et Photinia. Curieux secteur pavillonnaire. Les Photinia dressent au printemps des feuilles toutes rouges et les inflorescences commencent à sortir. Un peu plus tard en saison, elles sont mellifères. Elles émettent une odeur qui attire les insectes pour la pollinisation. Peu de monde pour profiter de la piscine dans cette résidence. Ce n'est pas le climat de la Côte d'Azur, c'est la Côte d'Or. J'ai d'ailleurs lu dans un livre que le terme de Côte d'Or a été par contre-coup à l'origine du terme Côte d'Azur. La région de la Côte d'Azur s'appelait jusqu'au XIXe siècle la Riviera. Et on a eu l'idée de l'appeler Côte d'Azur en se démarquant justement de cette région intérieure de la France, la Côte d'Or. Ensuite, tous les territoires littoraux ont pris des noms de côtes. Côte Vermeille, Côte d'Argent, Côte Fleurie, Côte de Nacre, Côte d'Opale, Côte d'Amour, etc., etc. Je vais quand même rajouter une côte que j'ai oubliée, c'est un vrai scandale puisque je suis normand, c'est la côte d'Albâtre, la côte des falaises d'Étretat, enfin du Havre jusqu'au Tréport. Nous arrivons rue Albert Camus, ce célèbre écrivain, auteur de La Peste et de L'Étranger. Albert Camus est fort malheureusement décédé dans un accident de voiture en 1960. On tourne brièvement sur la droite. On emprunte aussitôt sur la gauche la rue du docteur Henri Berger. Patience, les bords du Suzon seront vraisemblablement plus plaisants. La rue du docteur Henri Berger nous emmène à l'avenue Kellermann. Vous vous souvenez de Kellermann? Dumouriez et Kellermann, ça vous dit quelque chose? La bataille de Valmy en 1792. Voici la fameuse avenue Kellermann.
J'apprends ce que j'ignorais, qu'il a été maréchal de France, il ne l'a pas volé, et qu'il a tout de même vu le règne de Napoléon Ier et la restauration de Louis XVIII. On s'avance vers le carrefour avec l'avenue de Langres. Voici l'avenue de Langres. Langres est une petite ville perchée sur une butte avec une promenade circulaire que j'aimerais bien faire un jour. Elle ressemble un peu à Laon d'une certaine façon par sa position, Laon étant également sur une butte. L'avenue de Langres est très large. Et percée de l'une des deux lignes de tramway de Dijon. Poursuivons cette fois-ci dans l'avenue des Volontaires. Il paraît assez vraisemblable qu'il s'agisse des Volontaires de 92, puisqu'on est dans le prolongement de l'avenue Kellermann. Sur la droite s'offre à nous la rue de l'écrivain Louis Aragon. Le décès de cet écrivain communiste avait arraché des larmes à Georges Marchais à la télé, je m'en souviens. La rue Louis Aragon rejoint l'avenue de la Concorde. Ces spirées font un bouquet incroyable. Parvenu avenue de la Concorde, nous allons tourner à droite jusqu'à la rue Arthur Rimbaud. Vous allez me dire que dans le secteur, c'est une véritable revue de la littérature française. On aperçoit les monts qui se trouvent à l'ouest de Dijon, le mont Afrique, qui culmine à 600 mètres. La particularité du mont Afrique, que vous voyez ici avec son antenne de télévision et qui est un lieu de promenade très prisé des Dijonnais, est que c'est une colline tabulaire, c'est-à-dire qui est comme une table, un peu comme dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Toute proportion gardée puisqu'on n'atteint que 600 mètres. Je n'aurai vraisemblablement pas, hélas, le temps de faire la randonnée du mont Afrique. Je ne peux pas être partout. La résidence du Val du Suzon nous indique que nous ne sommes plus très loin de la petite rivière. Rue Paul Verlaine, à droite. Rue Arthur Rimbaud, à gauche, les deux poètes maudits, amants aux amours tourmentés. Arthur Rimbaud était ardennais. L'auteur du bateau ivre. Il faut faire attention pour s'engager dans une allée sans nom qui se détache de la rue Arthur Rimbaud. Premier croisement, on tourne à gauche. On se dirige alors vers la rue du professeur Robert Debré. Ici, on commence à voir mieux la côte, à l'ouest de Dijon. Le superbe rond-point devant lequel je me trouve et qui fait votre admiration est le rond-point Sachot. La rue du professeur Robert Debré est celle-ci. Nous ne faisons que la traverser pour atteindre là-bas le boulevard Albert Einstein. Le célèbre prix Nobel de physique, concepteur des théories de la relativité, aura eu la chance de se faire prénommer Albert
plutôt que Franck par ses parents. À la limite de la commune de Hahuy, nous tournons dans la promenade du Suzon. Cette petite virée devrait être plus champêtre. Nous allons droit à la rivière. Nous parvenons au niveau d'une haie de forsythia tout simplement impressionnante. Nous parvenons le long du Suzon. Le petit ruisseau clapote à côté de la promenade. On poursuit la balade jusqu'au parc des Coteaux du Suzon. Mignon, mais je préfère quand même la promenade des Moulins du Robec à Rouen, la promenade des Moulins à Olivet près d'Orléans, ou également la promenade du Lez à Montpellier, tout film que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Le débit du Suzon est rapide. Il faut savoir que dans le centre-ville de Dijon, la plus grande partie du cours du Suzon est enterrée. Je vais vous conter une anecdote historique concernant ce petit fleuve, ce petit cours d'eau, le Suzon. Savez-vous qu'une crue du Suzon a sauvé la vie de Louis XIV? Vous n'avez vraisemblablement jamais entendu parler de cet épisode, sauf si vous êtes à Dijon. C'est pourtant vrai, et c'était pendant la Fronde. Durant la Fronde, Louis XIV et son entourage étaient venus séjourner à Dijon quelque temps. Or, il y eut un groupe de révoltés qui n'ont d'ailleurs jamais été identifiés, qui ont voulu tuer le roi en faisant sauter un dépôt de poudre qui se trouvait à proximité de son logement. Le roi se trouvait logé tout naturellement dans l'un des bâtiments qui constituent le palais des ducs et des États de Bourgogne. Ce que les conjurés ignoraient, c'est qu'il y avait eu peu auparavant une crue du Suzon. Et le Suzon avait envahi la cave où était entreposée la poudre. Le Suzon s'était retiré, mais la poudre était encore humide. Résultat, il n'y eut pas d'explosion. Le roi Louis XIV fut sauvé. Nous avons franchi le pont de l'avenue François Léger. Sur ma gauche, le parc des Coteaux du Suzon.
un espace herbeux qui ne présente rien de bien particulier. Je crois qu'il y a toutefois un jardin japonais un peu plus loin qui mérite un petit coup d'œil. Ce panneau pédagogique nous parle de la rivière Suzon que je longe et qui prend sa source à Fontaine-Merle que vous voyez ici. Le Suzon se jette dans l'Ouche à Dijon après 41 km. Le Suzon fait ici un petit virage. Le parc des Coteaux du Suzon, c'est surtout un espace de plein air, de jeux pour enfants, de pique-nique. Rien de particulier. Pas tout à fait quand même, comme je vous l'ai dit, car voici le Japon qui s'offre à nous. Si je ne me trompe pas, cette grande porte rouge s'appelle Tori. C'est bien ça. Heureusement qu'on a toute la documentation à portée parfois pour vous confirmer les choses. Il faut savoir que Dijon est jumelé avec une ville du Japon, Koshigaya. Et c'est donc le fruit d'une collaboration franco-japonaise que ce beau jardin. Imaginons à cette période les allées de cerisiers au Japon, qui sont si courts à fleurir. Ce doit être magique. Il y a beaucoup de chance, ou plutôt de risque, que je ne vois jamais ça dans ma vie. Alors profitons de ce petit espace. Est-ce que les Dijonnais savent qu'il y a chez eux, dans leur ville, un jardin japonais ? Sans la glycine, hélas, un mois plus tard, ça aurait été top. Ce petit jardin japonais n'est pas bien grand, un peu comme celui du Havre. Enfin, celui du Havre est encore plus petit. La cascade est tout naturellement ornée de ces cognaciers du Japon en pleine floraison.
nous allons refranchir le Tory. Poursuivons notre balade. Franchissons ce beau Tory. On reprend la balade du Suzon. Pas trop de soleil aujourd'hui, mais il ne faut pas se plaindre tant qu'il ne pleut pas. La balade se prolonge jusqu'à la rue Benjamin Guérard. On franchit la rue de Bruges et on poursuit tout droit. On longe le stade de la Charmette. Vous devez vous dire que je visite vraiment des drôles d'endroits à Dijon. Ce sont des circuits de la Fédération française de la randonnée pédestre. Si vous voulez quelque chose de plus touristique, il y a le parcours de la Chouette à Dijon, en centre-ville, et je compte bien le faire. Guettez sur ma chaîne ce parcours. Cet endroit est le square Émile Poyot et son existence est peut-être ignorée par 90% des Dijonnais. C'est par ici qu'il faut poursuivre pour trouver la rue Benjamin Guérard. J'arrive d'ici. Et donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un chat dans le quartier. Et je repars sur la droite. Je continue par conséquent à suivre le cours du Suzon. Voici face à nous la rue Benjamin Guérard. Nous quittons le Suzon. Va t'enfermer dans la ville de Dijon sous terre. La rue Benjamin Guérard, qui ne présente rien de particulier, va nous mener à la rue de la Charmette. Ce conifère justifie son nom. Sur la droite, on aperçoit le clocher de l'église Jean Bosco. Au bout de la rue, nous avons rattrapé la rue de la Charmette. Et c'est par ici à présent que nous allons. L'église Jean Bosco. L'église Jean Bosco est une église moderne. Ça ne vous a pas échappé. Et je dois même dire église Saint-Jean Bosco, car il n'a pas échappé à la canonisation, ce brave monsieur dont j'ignore tout. Pour tout vous dire, je connaissais l'écrivain Henri Bosco, auteur de L'âne culotte, mais j'ignorais même l'existence de Jean Bosco. Pas de chance, l'église est fermée. Faisons quelques pas en arrière et retrouvons la littérature avec un écrivain qui m'est cher, il est normand, c'est Guy de Maupassant. Pour moi, Guy de Maupassant, comme Prosper Mérimée d'ailleurs, n'ont pas dans la littérature française le rang qu'ils méritent. Vous connaissez bien Guy de Maupassant, l'auteur des célèbres contes et nouvelles et de romans comme Pierre et Jean et Bel-Ami.
Il est né près de Dieppe en 1850 au château de Miroménil, à Tourville-sur-Arc. Et il est hélas décédé très tôt, à l'âge de 43 ans, en 1893, de folie dans la clinique du docteur Blanche. C'était suite à la syphilis. Maudit tréponème pâle. Encore un peu de marche pour rejoindre notre point de départ, place d'Amérique. À cet endroit se trouvent des jardins familiaux dijonnais. Heureuse initiative écologique. On rejoint tout là-bas l'avenue du Drapeau. Sous un ciel gris souris. Le débouché de la rue Guy de Maupassant. Et l'avenue du Drapeau. Les grands ensembles. Après avoir traversé l'avenue du Drapeau, on s'engage dans la rue Domaine Plancher. On emprunte sur la gauche le chemin de Dijon à Pouilly. Les grands ensembles. On arrive à la rue Béranger. Voici la rue du chansonnier Béranger. Chansonnier du 19e siècle. Dans cette direction. Après la rue Béranger, je m'engage par ici dans la rue Plein de Pouilly. Pour tout vous dire, je me suis arrêté dans ce petit restaurant portugais, Saveur de Porto, ce qui m'a fait bien plaisir et j'ai papoté avec le patron. Nous étions pleins des souvenirs de mon voyage à Porto en septembre l'année dernière. Un peu plus loin, la rue Ernest Renan. Le square qui porte le nom d'Ernest Renan. C'est une rue incurvée qui nous mène au boulevard du Maréchal Joffre. Auparavant, toutefois, on fait un crochet par l'allée René Dumont. C'est vraiment le Dijon inconnu. Au bout de l'allée Dumont, on retrouve la rue Ernest Renan. Empruntons-la et tournons à gauche. Nous avons atteint le boulevard du Maréchal Joffre et nous le suivons jusqu'au rond-point de la Nation. De ce côté, c'est l'avenue de Langres que nous avions vue tout à l'heure. Contournons le rond-point de la Nation pour suivre ce boulevard. Face à nous, le conseil départemental de la Côte d'Or. Boulevard du Maréchal Foch. Perspective de la rue Georges Braque, qui se détache du rond-point de la Nation.
remontons un peu l'avenue de Langres. Nous allons atteindre l'allée de Pouilly qui va nous ramener place d'Amérique. Me voici parvenu, allée de Pouilly. C'est quasiment la fin de la randonnée. Le château du Clos de Pouilly a manifestement son public. Cette balade m'a paru d'un intérêt un petit peu mince, vous en conviendrez. Elle m'a permis de marcher, de me déverrouiller, de m'oxygéner. Le clou en était probablement le jardin japonais. À bientôt pour découvrir autre chose de Dijon.